Nouveau journal sur RTI 1. Bonsoir à tous. Dans les titres de ce 23h. Signature de convention ce jeudi entre le gouvernement et l'Union européenne. Le nouvel accord de partenariat de pêche durable va autoriser l'accès des navires thoniers de l'Union européenne aux eaux ivoiriennes pour une période de 4 ans. Il offre la possibilité de pêche pour 32 navires et une contrepartie financière globale d'un montant de près de 3 millions d'euros, soit l'équivalent de 2 milliards de francs CFA. Sur le plan de l'agriculture, la Côte d'Ivoire se rend à l'école coréenne pour renforcer sa production risicole, un concept de l'agriculture intelligente qui permettra à notre pays d'améliorer les conditions de vie de ses habitants et de contribuer à son émergence en la matière. La Fondation Simoul va partager son expertise. Et puis la Commission électorale indépendante a dévoilé ce jeudi les résultats de la dernière opération de révision de la liste électorale. En dépit de quelques incidents mineurs, la CEI annonce l'inscription de près d'1,5 million de nouveaux requérants, dont 943 157 nouveaux majeurs. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont conclu ce jeudi 21 novembre un protocole historique dans le domaine de la pêche durable. Il couvre la période 2024-2028, un accord qui pèse près de 2 milliards de francs CFA et qui vise à encadrer l'accès des navires européens aux eaux ivoiriennes. Un accord qui vient soutenir les ambitions nationales de durabilité environnementale et de développement. Une signature en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le reportage de Marie-Chantal Akandan et Adam Akéré. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne renforcent leur partenariat pour une pêche durable. Un protocole d'accord d'une valeur de 2 milliards de francs CFA a été signé en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il vise à concilier une exploitation responsable des ressources marines et leur préservation dans le respect des principes de durabilité. Les principaux points saillants de ce protocole final sont, entre autres, la période du protocole qui est de 2024 à 2028, soit 4 ans. Le nombre de navires concernés par le présent protocole, qui est de 25 tonniers seineurs congélateurs et 7 palangriers de surface. Le tonnage de référence qui lui est fixé à 6100 tonnes. La contrepartie financière qui en découle est fixée par an à 740 000 euros, soit un montant d'environ 2 960 000 euros pour la période 2024-2028. Les conditions financières du nouveau protocole sont ainsi alignées et cohérentes avec les autres accords de pêche conclus par l'Union européenne et dans la région et traduisent l'activité de pêche réelle menée par les navires de l'Union européenne. Le nouveau protocole continuera de fournir un appui financier au secteur, donc de 285 millions de francs CFA, pour la mise en œuvre des politiques de pêche durable de la Côte d'Ivoire, notamment pour le maintien de la capacité de contrôle et surveillance essentielle dans la lutte contre la pêche illégale. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rappelé le rôle stratégique de la Côte d'Ivoire dans la promotion de la pêche durable en Afrique. La pêche étant un secteur stratégique pour la Côte d'Ivoire, je me réjouis particulièrement des appuis accordés par l'Union européenne à notre pays. Cet accord prévoit des appuis pour la mise en œuvre de la politique nationale de développement de la pêche en Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, je voudrais donc saisir l'occasion pour solliciter de l'Union européenne un engagement encore plus fort au bénéfice du développement de la pêche en Côte d'Ivoire pour répondre à l'ambition que le gouvernement a tracée sur la base des instructions de M. le Président de la République, c'est-à-dire faire de la pêche un secteur très important qui pourvoit beaucoup d'emplois à la jeunesse et qui préserve les intérêts des Ivoiriens dans ce domaine. Cet accord reflète l'engagement de la Côte d'Ivoire à devenir un leader régional dans le domaine de la pêche durable, tout en favorisant le développement économique, social et local. On reste à la primature pour parler maintenant de sport. Voici déjà quelques mois que la Côte d'Ivoire est championne du monde de Maracana. Les éléphants vainqueurs de l'édition 2024, la toute première de l'histoire de la discipline, ont présenté ce jeudi le trophée au chef du gouvernement. C'était au cours d'une cérémonie marquée par la reconnaissance des acteurs clés ayant contribué à ce succès mémorable.
Le ministère d'État, ministère de la fonction publique, le ministère de la Santé et celui en charge de la femme, de la famille et de l'enfant étaient mercredi devant l'Assemblée nationale. Leurs différents budgets au titre de l'année 2025 ont été adoptés par la CAF, la Commission des affaires économiques et financières de l'hémicycle. Le compte-rendu de Souleymane Donissongou. Nous n'avons cessé de le dire et de le rappeler. On ne peut pas payer pour entrer à la fonction publique. Des mécanismes ont été mis en place aujourd'hui. Une réforme dans l'organisation des concours a été donc validée par le gouvernement. À travers cette allégation, Anne Désiré Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, se veut formel. Le budget programme 2025 de son département ministériel, s'élevant à 45 milliards de francs CFA, a été adopté par les parlementaires présents. Deux autres ministères concernés, à savoir le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, puis le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, dont les budgets s'élèvent respectivement à 747 milliards et 29 milliards de francs CFA, ont été également approuvé à l'unanimité des députés. Devant la presse, Anne Désiré Ouloto exprime toute sa satisfaction suite à l'adoption à l'unanimité des crédits accordés. Les échanges ont été constructifs, très fructueux. Nous en avons profité pour passer également un certain nombre d'informations sur les réalités et les efforts consentis jour après jour par le gouvernement dans ces différents secteurs, tant au niveau de la santé, de la famille, de la femme, de l'enfant, que de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Nous sommes satisfaits parce que les députés ont compris, ont partagé notre vision, notre ambition de poursuivre les actions du gouvernement dans ces trois départements en votant à l'unanimité des membres de la commission. Le projet de budget de l'État pour l'année 2025 s'équilibre en ressources et en charges à plus de 15 000 milliards de francs CFA. C'est l'actualité de ce jour. L'opération de révision de la liste électorale a pris fin depuis le 17 novembre dernier. La CEI a dressé ce jeudi le bilan de son activité. Près d'1,5 million de nouveaux requérants ont été enregistrés lors de la phase d'enrôlement. Elle avait été prorogée de 7 jours supplémentaires. On se rappelle, Souleymane Dabila nous fait le point de la situation. En 26 jours d'enrôlement, plus d'1 million de personnes se sont faites enregistrer sur la liste électorale. Ce jeudi, la CEI présente un bilan partiel lors d'un point presse. La Commission électorale indépendante est heureuse de présenter les statistiques enregistrées sur le territoire national en attente d'intégrer celles de la diaspora. La catégorie 1, c'est-à-dire des personnes figurant sur la liste électorale, sollicitant un changement de lieu de vote ou de modification de données personnelles. Il s'agit de 517 924 requérants, dont 283 419 hommes et 234 505 femmes. S'agissant de la catégorie 2, définition, personnes sollicitant une première inscription, 943 157 requérants, dont 511 125 hommes et 432 032 femmes, soit un total de 1 461 081 requérants, dont 794 544 hommes et 666 537 femmes. Les chiffres dévoilés témoignent d'une nette progression par rapport au précédent recensement électoral de 2022-2023 qui avait enregistré 575 489 requérants. Après le traitement et la consolidation des données, une liste provisoire sera affichée dans tous les lieux de vote. Cette étape marquera le début de la période du contentieux, permettant aux citoyens de vérifier leur inscription et de signaler d'éventuelles anomalies. La Commission électorale indépendante invitera, pendant le contentieux, tout électeur détenant les justificatifs requis à se tenir prêt pour, premièrement, réclamer l'inscription d'une personne dûment enrôlée, mais ne figurant pas sur la liste électorale provisoire. Deuxièmement, demander la radiation d'un électeur décédé, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ou d'une personne indûment inscrite. Troisièmement, demander la rectification
de données. La Commission électorale indépendante informe par ailleurs que les populations qu'une opération menée sous l'égide du ministère de l'Intérieur est en cours, aussi bien dans les centres d'état civil que dans les villages et hameaux, afin de recueillir les pièces ou témoignages susceptibles de permettre d'expurger de la liste électorale de manière efficiente les électeurs décédés. Tous nos compatriotes sont invités alors à y collaborer. La CEI se réjouit de l'adhésion croissante des populations et du soutien des parties prenantes au processus électoral. Et cette brève pour continuer avec la présidente du Conseil constitutionnel Chantal Nanaba Camara qui a accordé mercredi au siège de l'institution une audience à François Traoré, directeur résident du National Democratic Institute. La rencontre a été l'occasion pour le directeur de présenter la nouvelle directrice de programme senior de NDI, Marie-Ève Bilodeau. En prélude aux prochaines échéances électorales, ce programme de NDI va apporter un appui technique à la commission électorale indépendante, aux médias, à l'observatoire, sinon à l'observation du processus électoral, à la mise en place de la veille citoyenne, à l'alerte précoce avec les partis politiques et la société civile. Par ailleurs, sur invitation du NDI, la présidente du Conseil constitutionnel prendra part en décembre prochain à la conférence constitutionnelle que le NDI organise avec le Réseau africain du droit constitutionnel à Dakar. Il s'est tenu ce jeudi la première édition de la conférence des utilisateurs des outils géodécisionnels, des instruments d'aide à la décision du Comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG, une plateforme d'échange qui vient vulgariser davantage ses produits et accroître son image de marque. Le reportage de Generosa et Franck Quadio. La première édition de cette conférence, cadre de promotion et de vulgarisation du savoir-faire du Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG, se veut une plateforme de présentation de l'ensemble des technologies développées et des outils d'aide à la décision liée à l'environnement géographique. Le CNTIG est pour nous un interlocuteur crédible, un accompagnateur stratégique avec qui nous espérons une collaboration plus accrue, régulière et non ponctuelle. Le système d'information géoréférencé de la case scolaire de l'ETFPA, dont l'élaboration a été confiée au CNTIG depuis 2022, cet outil est aujourd'hui totalement opérationnel. Il aide donc à l'amélioration de la planification et le renforcement des politiques publiques en matière d'enseignement technique, de formation professionnelle et d'apprentissage. Plus de 68 projets à forte composante technologique ont été élaborés pour mieux booster le développement. Le CNTG a mis en place des outils pour les communes et les régions, tels que les solutions e-communes et e-régions, qui sont des outils qui aident les mairies et les conseils régionaux à mieux mobiliser leurs ressources propres. Des outils comme le tableau de bord dynamique pour le suivi des recettes et des outils de gestion de recouvrement. Le CNTG, selon son directeur général, se positionne comme un hub d'innovation digitale et géotechnologique en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région. C'est une opportunité précieuse de faire converger les idées, d'identifier les défis. Nous souhaitons encourager un dialogue constructif tout au long de cette journée. Il est extrêmement utile de voir comment différents utilisateurs ayant accès à la même technologie peuvent collaborer pour atteindre des objectifs parfois différents, mais œuvrant à un avenir meilleur pour notre économie. Le CNTG a à son actif plusieurs produits innovants et des accords avec plusieurs partenaires mondiaux en matière de gestion de technologie. La finance climat au menu d'une table ronde des parlementaires africains en marge de la 29e conférence des partis à Bakou. En Azerbaïdjan, les élus des pays africains ont passé en revue les défis de la mobilisation des ressources sur le continent. Ils ont également exploré des pistes de solutions pour un accès facile au crédit. Envoyés spéciaux, Graskando et Adama Sangaré. Le réseau africain des parlementaires sur le climat donne de la voix à Bakou, en Azerbaïdjan, dans le cadre de la COP29 sur les changements climatiques. À travers une table ronde, ces élus de la nation appellent à une mobilisation et une répartition équitable du financement climatique
pour soutenir l'Afrique par le biais de mécanismes innovants. Ce que nous demandons, c'est que d'abord la voix de l'Afrique soit prise en compte, ensuite que les réparations soient faites, parce que l'Afrique subit ce qu'elle n'a pas causé. Aujourd'hui, les mécanismes de financement sont trop compliqués. Nous demandons leur simplification pour que l'accès à ces financements qui sont disponibles puisse être facile pour les pays africains et surtout les pays qui subissent le plus de dommages au niveau climatique. Quand je prends l'exemple de mon pays, le Tchad, aucune entité n'a obtenu une accréditation pour bénéficier d'un fonds climatique. Tout ça, c'est que le processus est complexe et je crois qu'avec la naissance du réseau africain sur le changement climatique, ce serait une occasion pour les pays africains de bénéficier aussi de ces fonds climat qui aujourd'hui n'arrivent pas à obtenir. Combler le déficit de financement de la lutte contre le changement climatique et investir dans des infrastructures résilientes demande un renforcement de capacité des parties prenantes bénéficiaires. Nous entendons également le renforcement des capacités des parlementaires que nous sommes à l'effet donc de former ou bien de sensibiliser nos populations pour que les effets du changement climatique soient beaucoup moins ressentis, en tout cas par nos populations. Le réseau africain des parlementaires sur le climat souligne la nécessité de l'élaboration des cadres législatifs et de surveillance adaptés au climat. Retour à Abidjan. Dans le cadre de la gestion des entreprises publiques, 63 milliards de dividendes ont été enregistrés au titre de l'année 2023 en Côte d'Ivoire. Pour améliorer ses performances, de nouveaux outils pour promouvoir la bonne gouvernance et la gestion optimale ont été mis en place par la Direction générale du portefeuille de l'État. Un guide de gouvernance et 5 livrets ont été remis aux dirigeants sociaux des entreprises publiques. Un référentiel pour la production des bilans de gouvernance annuels de conseil d'administration. Les explications de l'enseignant Bakayoko. Même s'il reste encore des marges de progression importantes, les 87 entreprises publiques que compte le portefeuille de l'État ont réalisé des dividendes de l'ordre de 63 milliards de francs CFA. Un pas important a également été observé dans la gouvernance. Ce sont 35 directeurs généraux qui disposent aujourd'hui d'une lettre d'émission. Ce sont 49 conseils d'administration qui ont été évalués par les cabinets indépendants. Et ce sont 25 conseils d'administration qui ont procédé à une auto-évaluation. La rentabilité de ces entreprises publiques est d'autant urgente que la Direction générale du portefeuille de l'État a mis en place de nouveaux instruments destinés à promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion. Une demi-dizaine de livrets de l'administrateur et un guide de gouvernance. Pour chacune des parties prenantes, ces documents représentent incontestablement des supports de référence et d'aide à la gestion. Ce guide de gouvernance, dont la présente cérémonie consacre la présentation, ainsi que les 5 livrets se rapportant aux attributions et au fonctionnement des organes sociaux et des assemblées d'actionnaires, sont des productions inédites de notre département. La mise en pratique scrupuleuse des principes et mesures qui y sont référencés permettra à nos sociétés de renforcer leur alignement aux normes des meilleures pratiques en matière de gouvernance. Ce sont des documents qui, de notre point de vue, sont utiles pour une montée en puissance rapide des nouveaux administrateurs. Il devrait également permettre une meilleure connaissance des délimitations des pouvoirs des dirigeants sociaux, ce qui éviterait les conflits de compétences. Tous ces changements devraient contribuer à une meilleure amélioration de la croissance générale des entreprises publiques et à une interaction des parties en présence. Dans le domaine de l'éducation, 45 ans après sa création, le lycée moderne de Beaunois vient d'être réhabilité. Après 2 mois de travaux, les élèves et le corps enseignant ont désormais un cadre optimal d'apprentissage et de travail. La rénovation de l'établissement s'inscrit dans un vaste programme de réhabilitation d'établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Le tout à la grande satisfaction de la ministre Maria Toukone. Les détails avec Sephora Zegui. C'est un jour historique pour la ville de Beaunois dans la région du Sud Comoé. Après 45 ans d'existence, le lycée moderne de Beaunois a été entièrement réhabilité. Pour les élèves, ce lycée rénové représente un nouveau départ. Ils expriment donc leur joie de pouvoir évoluer dans un cadre moderne et fonctionnel. Il n'y avait pas de lumière, de tables-bancs suffisants. Aujourd'hui, je constate que notre école est remplie de
résultats bons. Madame la ministre, ça fait beaucoup pour nous et je la remercie beaucoup. En effet, après 4 décennies de service, le lycée moderne de Bonoa a bénéficié d'une rénovation complète de ses infrastructures. Nouvelles salles de classe, équipements modernes et amélioration de l'environnement scolaire avec une attention particulière à l'accessibilité et à la sécurité des élèves. Cette réhabilitation, qui fait partie du vaste programme du gouvernement pour moderniser les établissements scolaires à travers le pays, montre l'engagement de l'État à offrir un cadre d'apprentissage de qualité pour les générations futures. Et nous sommes émerveillés de voir tout ce changement depuis 1979. Pas de réhabilitation, pas de rénovation. C'est un programme que nous avons commencé, la réhabilitation et la rénovation de certains établissements scolaires en Côte d'Ivoire. On voit l'exemple avec Bonoa. Et vous verrez ailleurs également. Petit à petit, on ne peut pas tout faire en même temps, mais petit à petit, la rénovation va s'étendre à l'ensemble des établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Un pas de plus vers la modernisation de l'éducation en Côte d'Ivoire, un engagement qui se concrétise chaque jour, comme ici à Bonoa, avec des infrastructures plus adaptées aux besoins des élèves. Le lycée moderne de Bonoa est désormais un symbole de cette ambition et un modèle de ce que peut accomplir une vision d'avenir pour l'éducation dans le pays. Et cette révolution annoncée pour l'agriculture en Côte d'Ivoire, l'agriculture intelligente sera expérimentée dans notre pays. C'est le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani qui l'a annoncé à la fin d'une visite en Corée du Sud. Le procédé de la fondation Simol permettra d'éliminer la pauvreté dans nos villages. Hervé Blé. Centre de technologie agricole de la ville de Andong dans la province du Gyeongsang du Nord en Corée du Sud. Ses principales activités, l'amélioration des cultures, les technologies agricoles avancées et la promotion de pratiques agricoles durables. Nous menons des programmes de formation auprès des agriculteurs afin de leur permettre différentes techniques agricoles. Des formations aussi bien en salle de classe que sur le terrain. Chaque fois que les agriculteurs ont des difficultés, ils les partagent avec nous et nous leur proposons des solutions. Nous devons mettre l'accent sur la formation agricole et ici, même les paysans viennent se faire former dans les centres de formation agricole. Si nous voulons vraiment aller à l'autosuffisance alimentaire, c'est avec les outils modernes. Surtout que nous déjà, on a un dispositif qui nous permet d'aller plus vite. L'accompagnement du producteur, une exigence pour le centre technologique, la visite de Andong dans une région agricole importante, une des étapes clés du voyage d'études conduit en Corée. C'est donc un centre au rôle crucial dans le soutien de l'économie agricole locale que les Ivoiriens ont visité, un centre avec une vision axée sur l'agriculture intelligente. La Corée est un pays avec les 4 saisons bien distinctes. Afin de prévenir éventuelles catastrophes ou anomalies climatiques, nous mettons en place les caméras d'intelligence artificielle et nous gérons les données collectées sur le terrain. Les dernières découvertes importantes du centre, des systèmes de surveillance à distance du sol, de l'humidité et des besoins en nutriments des cultures, la gestion durable des pommiers, des systèmes d'irrigation avancés, de nouvelles variétés de riz. Les visites de terrain, une autre occasion pour la délégation ivoirienne de s'imprégner des progrès de l'agriculture en Corée du Sud. Nous sommes allés sur des sites où on a vu que vous pouvez être à la maison et puis surveiller vos plantations à partir seulement de votre téléphone. Vous pouvez donner de l'eau aux plants, vous pouvez donner de l'engrais. Et regardez, tout à l'heure, nous étions dans une salle où on nous présentait cette plantation. On est arrivé, on a vu tous les aménagements qui sont faits, des caméras qui permettent donc d'avoir une idée de ce qui se passe sur le site en temps réel. Cela veut dire que cette agriculture doit être répercutée sur la Côte d'Ivoire. Et en la matière, le président de la République, qui a vu juste, vient d'ailleurs de confier au ministère d'État, ministère de l'Agriculture, le CNRA, qui est le Centre national de recherche agronomique. La recherche agricole en Corée du Sud est fortement influencée par des initiatives comme le mouvement Saemol Andong à financement public.
L'on compte 78 villages pilotes SAEMOL dans 16 pays, dont 4 villages en Côte d'Ivoire. Du renforcement des liens de coopération, il a donc été question avec Lee Chiolo-Wu, le gouverneur de la province de Gyeongsang du Nord. La province de Gyeongsang-Bokdo, qui est le berceau du mouvement SAEMAEL, a fidèlement joué un rôle central depuis le lancement du mouvement en 1970. Le projet SAEMAEL de la Côte d'Ivoire est une réussite représentative du projet de mondialisation du SAEMAEL Gyeongsang-Bokdo, grâce au soutien actif du gouvernement ivoirien et de la participation volontaire des habitants locaux. En 2019, nous avons installé 2 villages pilotes en Côte d'Ivoire dans lesquels nous avons constaté une multiplication par 5 du revenu moyen des ménages. Nous sommes en train d'installer 2 nouveaux villages pilotes. Le projet de mondialisation SAEMAEL, la Côte d'Ivoire compte en tirer profit, a rappelé le chef de la délégation ivoirienne à Andong, Kobenan Kwasi Adjumani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. On parle maintenant de la télévision. Elle a révolutionné notre vision du monde. Elle a aussi rassemblé et marqué l'histoire. Reine des médias, la télévision a traversé des décennies en s'adaptant au fil du temps. Mais à l'ère du numérique et du streaming, que pèse encore la télévision dans le quotidien des populations ivoiriennes? La réponse avec Kadi Kone et Franck Quadio. Elle illumine les écrans dès les années 30 en noir et blanc. Au fil des années, que d'évolution. De 1960 à aujourd'hui, elle passe de l'écran couleur au câble, puis au magnétoscope et à la haute définition, au passage bouleversant les habitudes et le paysage médiatique avec l'avènement du numérique dans les années 2000. Avant, c'était le blanc-noir, on n'arrivait pas à distinguer l'image, mais actuellement, l'image est nette, comme si tu es présent. Numérique, oui, mais pour quelle télévision aujourd'hui, vu l'émergence de nouveaux médias et de nouveaux outils fragmentant davantage à l'offre médiatique? Télévision, on regarde là. Ça a une place. Parce que grâce à ça, j'ai toutes les informations de ce monde entier. La télévision joue un grand rôle aujourd'hui pour nos enfants et nous-mêmes pour nos parents. Dans l'Afrique même francophone, nos émissions sont regardées un peu partout. La télévision reste cependant le média clé et s'adapte aux besoins des nouveaux consommateurs. La RTI, assurant le service public en Côte d'Ivoire, a su aussi faire sa mue dans un contexte où cohabitent aujourd'hui plusieurs médias privés et commerciaux. C'est 24 sur 24. Même nos journalistes de télé qui viennent faire le journal télévisé s'arrêtent. Ça ne sert plus. Ce 21 novembre, journée mondiale de la télévision au-delà du contenu à la demande, cet outil, la télévision, conserve aujourd'hui encore ses prérogatives: informer, divertir et rassembler. On parle maintenant de coopération avec la Côte d'Ivoire et la Bolivie qui établissent des relations diplomatiques. La signature du communiqué conjoint a eu lieu mardi à New York. Les documents ont été paraphés par le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies et son homologue de l'État plurinational de Bolivie. Le reportage de Michel Digré. Guidée par les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, la Côte d'Ivoire et l'État plurinational de Bolivie ont procédé à la signature d'un communiqué conjoint portant établissement de relations diplomatiques. L'ambassadeur Rodriguez Diego a souligné l'importance de cet acte qui marque le début du renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment au sein des instances des Nations Unies. Nous exprimons notre profonde gratitude à la Côte d'Ivoire pour cette signature qui revêt une importance capitale pour la Bolivie car elle illustre le lien fraternel qui unit nos deux pays. Il est donc impératif que nous poursuivions nos efforts conjoints pour consolider nos relations de coopération dans l'objectif d'un développement mutuel. La Bolivie se réjouit pleinement de cette précieuse opportunité. L'ambassadeur Tiemoko Moriko, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, a indiqué que cette signature découle de la volonté du président Alassane Ouattara d'élargir le cercle des amis de la Côte d'Ivoire et d'agrandir sa carte diplomatique. La Bolivie fait partie des 6 pays pour lesquels le Conseil des ministres, lors de sa séance du 30 septembre dernier, a marqué son accord pour l'établissement de relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire.
On termine ce journal avec le Mali, sinon après le limogeage de Choguel Kokala Maïga à la primature. 8 ministres ont été remplacés au sein du nouveau gouvernement annoncé ce 21 novembre. Moins de 24 heures après avoir limogé Choguel Kokala Maïga, on note une équipe constituée de 28 ministres avec le général de division Abdoulaye Maïga comme chef. Parmi les personnalités qui quittent le gouvernement, on peut citer Ibrahim Ikassa Maïga, ancien ministre de la Refondation, et Madame Bintou Kamara, ancienne ministre de l'Énergie et de l'Eau. Ce remaniement intervient dans un contexte où le Mali fait face à de nombreux défis, notamment sécuritaires et économiques. Le nouveau gouvernement aura pour mission de mettre en œuvre les politiques de la transition et de préparer le retour à un ordre constitutionnel dans le pays. C'est la fin de ce journal. Bonsoir et à demain.